Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la 11e d'Impact & Co 10% pour tout changer. On le rappelle et vous le savez par cœur, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors notre thème du jour, c'est l'accès à la commande publique responsable et nous allons notamment parler des JO 2024 inclusif et solidaire, notamment comme vous le savez. Alors, bonjour et bienvenue à mes deux intervenants du jour. Christophe Divy, vous êtes directeur de la plateforme ESS 2024. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Et notre deuxième intervenant du jour, c'est Mathieu Lagache. Vous êtes directeur de la stratégie et du développement de la start-up du groupe Vitamine T. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Cyrielle, bonjour Christophe. On va commencer tout de suite dans cette première partie avec Christophe Divy. Donc, pour recontextualiser tout ça, vous le savez peut-être, mais du 26 au 11 août 2024, si tout va bien, Paris est bien évidemment élue ville hôte des Jeux Olympiques 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent 5 milliards d'euros de marché dans de nombreux domaines, dans le PTP, l'aménagement des espaces ou encore l'économie circulaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et l'ambition 2024, c'est inventer un modèle de jeu durable. Et c'est comme ça que Paris, c'est notamment, comment dire, elle s'est diversifiée, elle a pu se différencier par rapport aux autres villes. Et Christophe Divy, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que ces Jeux Olympiques 2024 vont être, comment ils vont être différents? On parle de jeux inclusifs, solidaires, neutres en carbone. Oui, tout à fait. Il y a la volonté déjà dans la phase de candidature en 2016-2017, dans la phase de candidature de Paris, d'avoir un axe très différenciant autour de l'inclusion, autour de la solidarité, autour des retombées économiques locales pour l'ensemble des entreprises du territoire, faire en sorte que ces entreprises, notamment les plus petites, notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire, puissent être des actrices de plein pied de l'ensemble du dispositif d'organisation, de préparation des Jeux, et puis de tenue des Jeux le moment venu en 2024. Tout ça dans la perspective de préparer l'héritage des Jeux après la tenue en tant que telle de l'événement, pour préparer la phase dite d'héritage. Et donc, il y a vraiment deux axes forts dans ce nouveau modèle des Jeux porté par le comité d'organisation de Paris 2024 et l'ensemble de ses partenaires, l'ensemble de ses parties prenantes. Un axe fort autour de l'héritage tangible, faire en sorte que l'ensemble des équipements publics qui vont être construits ou aménagés pour la tenue de ce grand événement puissent être reconvertis en phase d'héritage et bénéficier aux populations locales. Ça vaut pour les équipements sportifs, notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui, vous le savez, ça a été un sujet brûlant d'actualité ces dernières semaines et un territoire particulièrement sous-doté en matière d'équipements publics. C'est notamment vrai dans le champ des équipements sportifs, et faire en sorte que l'ensemble des opérations qui, par ailleurs, vont être assez peu nombreuses, les opérations de construction neuve, mais aussi les opérations de rénovation et d'aménagement de l'ensemble de ces équipements sportifs et publics qui vont permettre d'accueillir les Jeux, puissent demain bénéficier au territoire, à ces populations, ces habitants, ces riverains et bien sûr ces entreprises. Et puis, il y a l'autre pilier de ce nouveau concept, de ce nouveau modèle des Jeux porté par Paris 2024, qui est l'héritage plus intangible, faire en sorte que le projet des Jeux puisse servir d'accélérateur sur un certain nombre de politiques publiques, et notamment des politiques publiques de développement économique, d'attractivité des territoires, pour faire en sorte que les entreprises qui auront bénéficié d'un certain nombre des volumes d'affaires qui vont être générés par l'ensemble des activités qui vont être préparées, organisées pour cet événement, puissent faire en sorte qu'en consolidant leur modèle de développement, elles puissent ensuite, à partir de 2025, être sur des phases un peu plus pérennes, et qu'elles puissent notamment être sur des phases aussi de recrutement de personnes plus importantes. Et donc, il y a cette double lecture entre le développement économique, aller capter du business, aller capter des volumes d'affaires via les opportunités économiques des Jeux. 5 milliards, en effet, c'est le volume de marché qui va être généré par les Jeux, le volume de marché direct et qui va être généré par les Jeux. On y reviendra tout à l'heure, et je vous donnerai quelques exemples de secteurs d'activité qui sont particulièrement concernés. Mais il y a aussi la volonté, en rentrant par l'économique, de faire en sorte que sur des questions d'accès à l'emploi, sur des questions de recrutement des personnes qui aujourd'hui en sont peut-être éloignées, des personnes en grande difficulté socio-économique, puissent bénéficier de cette dynamique positive qu'on souhaite lancer, impulser, animer et tenir jusqu'en 2024 avec ce grand projet.
On va en venir dans le détail de manière à avoir des profils un peu plus rentrés dans le détail. Donc vous êtes directeur de cette plateforme ESS 2024, une plateforme qui est possible grâce à une coalition notamment d'acteurs engagés avec le comité d'organisation Paris 2024, la société de livraison des ouvrages olympiques, Solidéo, la Maison des Canaux qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, c'est la Maison des économies sociales et solidaires, et également le Centre Younous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de chacun de ces acteurs ? Oui, tout à fait. L'association Les Canaux, dès la phase de candidature, avec la ville de Paris et puis avec l'ensemble des parties prenantes qui ont porté la candidature de Paris 2024, a déjà essayé d'animer et de mobiliser l'ensemble du tissu économique de l'économie sociale et solidaire pour faire en sorte qu'il fasse remonter des propositions et des contributions qui viennent s'inscrire dans le dossier de candidature de Paris 2024 sur cet axe fort autour de l'inclusion, de la solidarité, de l'innovation sociale, de l'ancrage territorial. Et donc ces propositions, au-delà de la qualité de ce qui a émergé, ont reçu l'appui du professeur Younous, qui travaille pour le compte du CIO sur comment est-ce qu'on rend plus acceptable des grands événements internationaux, notamment des événements sportifs et notamment bien sûr les Olympiades et les Paralympiades. Et du coup, il y a eu à la fois un travail de mobilisation, un travail de production écrite, de contenu éditorial sur le dossier de candidature, et puis il y a eu le porte-parole du professeur Younous qui ont fait qu'en effet cet axe a été prioritaire et différenciant dans le dossier de candidature. Mais justement, que dit le professeur Younous ? Oui, mais que dit-il exactement ? Parce que c'est bien, on se sert de son nom, on sait qui il est, prix Nobel de la paix avec le microcrédit, etc., la Grameen Bank. Mais concrètement, c'est le parrain aujourd'hui, vous avez beaucoup communiqué dessus. Et qu'est-ce qu'il dit et quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour inclure l'ESS dans ces Jeux internationaux ? Alors, le professeur Younous, en effet, un prix Nobel de la paix en tant qu'économiste, qui est très sensible à l'écosystème de l'ESS sur le territoire de Paris et sur le territoire du Grand Paris. Il a eu l'occasion de venir visiter le territoire et de rencontrer des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs du social business ici sur ce territoire. Et donc, il est très sensible à la dynamique très riche et très diversifiée qui est celle qui caractérise le tissu ESS à Paris et plus largement. Il y est tellement sensible qu'il a même installé ses locaux à la Maison des Canaux dans le 19e arrondissement. Et donc, au-delà du porte-parole et du soutien politique, institutionnel qui nous apporte sur cette démarche de jeu solidaire et inclusif, il a un rôle très opérationnel avec lui, ses équipes, à nos côtés, pour nous challenger et faire en sorte qu'en effet, les engagements qui ont été pris en candidature, on était un peu dans une phase de déclaration et c'était normal. Il fallait effectivement que Paris remporte la mise par rapport à Los Angeles à l'époque. Mais dès que Paris a été retenu en septembre 2017, quand on a basculé dans une phase plus opérationnelle où il a fallu monter en charge sur l'ensemble de la programmation de Paris 2024, il a été aussi très actif pour faire en sorte que les engagements pris en phase de candidature puissent trouver une traduction concrète. Et la traduction concrète, il nous a aidé à construire cet outil et cette plateforme ESS 2024 en tant qu'opérateur finalement qui va permettre de prendre un certain nombre d'engagements, mais d'engagements opérationnels pour faire en sorte que les entreprises de l'ESS, en prenant un temps d'avance, puisqu'on a lancé la plateforme déjà il y a 1 an et demi, vous voyez, 6 ans avant 2024, en prenant ce temps d'avance et en anticipant les choses, qu'on puisse donner toutes les chances aux entreprises de l'ESS pour faire en sorte qu'elles soient informées et mobilisées, qu'elles rentrent dans la dynamique de préparation du projet et que ça puisse se traduire concrètement par de l'activité économique et de l'activité de recrutement ensuite pour ces entreprises sociales. Et donc le professeur Younous vient 2 fois par an à Paris. On a des points de pilotage et des points de passage très réguliers avec lui et ses équipes parce que dès qu'on s'éloigne un petit peu du curseur qu'on s'est fixé en termes de niveau d'ambition, en termes d'exigence, il est là pour nous rappeler qu'effectivement, on ne peut pas ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et il va être très très vigilant pour faire en sorte que, en effet, autour de cette grande ambition de faire les premiers jeux inclusifs, solidaires de toute l'histoire de l'olympisme, du paralympisme, qu'on puisse avoir des indicateurs précis, qu'on puisse avoir des exemples d'entrepreneurs précis dans différents secteurs d'activité. Et surtout, il va être très vigilant, il y accorde une importance personnelle et à chaque fois, il nous challenge beaucoup à chaque fois qu'il vient à Paris sur que va devenir le village des athlètes. Quelle va être la reconversion de cette grande infrastructure qui va être construite dans le cœur du 93, à cheval sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île-Saint-Denis. Quelle va en être la reconversion, notamment en termes de logements sociaux pour les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés d'accès à
au logement, en location ou en propriété, mais aussi pour toutes les activités tertiaires de bureau et bien sûr pour les activités sportives. Donc il a un rôle de porte-parole là, c'est vrai. Moi aussi, j'ai envie de vous challenger, Christophe Divy. On a compris, mais moi, je veux des actions concrètes. Je veux qu'on me donne le nom d'une structure et qu'on me dise comment ils vont travailler, combien de personnes ils vont prendre. Là, voilà, concrètement, ça donne quoi? Alors, de manière très concrète, je vous ai dit qu'il y a 1 an et demi que la plateforme a été lancée et que ce lancement opérationnel de la plateforme ESS 2024 prenait la suite d'un travail important fait pendant la phase de candidature. En 1 an et demi, aujourd'hui, on est au début de l'histoire du projet de Paris 2024. Il y a aujourd'hui 3% des marchés qui vont être lancés à horizon 2024, qui ont déjà fait l'objet de consultations. Sur 3% de ces marchés, on a 15% des groupements qui sont lauréats des marchés, qui intègrent au moins une structure de l'économie sociale et solidaire. Ça représente plus de 50 secteurs d'activité et ça représente aujourd'hui 96, pour être précis, donc une petite centaine d'entreprises de l'ES7 dans toutes les familles de l'ESS, l'insertion par l'activité économique, le handicap, les coopératives, qui aujourd'hui ont commencé à rentrer de manière ferme, tangible et économiquement mesurable dans le tour de table des JO en gagnant des marchés. Alors, quelques exemples pour être encore plus précis et plus illustratif. On a les 7 régies de quartier du... Voilà, je rentre dans le détail pour que vous ayez un peu le contexte ensemble et puis vous allez voir maintenant des exemples un peu plus perlés qui vont vous permettre d'incarner les choses. Les régies de quartier, j'adore cet exemple parce que je le trouve assez démonstrateur de tout ce qu'on essaye de porter et de tout ce qui va continuer à monter en charge. Elles sont 7 les régies de quartier sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, à Tremblay en France, à Clichy-sous-Bois, à Aubervilliers, à Saint-Denis. Elles se sont montées en consortium avec notre apport, avec aussi l'apport de leur tête de réseau qui s'appelle le Conseil national de liaison des régies de quartier. Et on a proposé à un opérateur immobilier qui est un groupement qui était mandaté par ICAD, dans lequel on retrouvait notamment la Caisse des dépôts. Donc vous voyez des gros opérateurs immobiliers pendant la phase de consultation pour construire en partie le village des athlètes dont je parlais tout à l'heure. On a proposé une coopération pour faire en sorte que les régies de quartier puissent prester l'ensemble des activités d'insertion pendant la phase de construction, pendant la phase de chantier et de travaux. Il se trouve que le groupement porté par ICAD et la Caisse des dépôts a été lauréat d'un des gros secteurs du village olympique. Et donc, on a maintenant les 7 régies de quartier qui, de manière très opérationnelle, avec nous, avec le Conseil national des régies de quartier dont je parlais tout à l'heure, avec le groupement ICAD et Caisse des dépôts, qui commençons à travailler sur comment est-ce que les 200 000 heures d'insertion, c'est ça le volume horaire qu'il faut produire d'ici à 2023 sur cette phase de travaux, quels sont les métiers éligibles et comment est-ce qu'on va pouvoir construire les parcours en conséquence pour sourcer les bonnes personnes et sourcer les bons profils de public sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Voilà un exemple dans le champ de la construction. Je pourrais prendre aussi quelques exemples dans le champ des services événementiels, parce que ça va être là les 2 grands blocs d'activité, les 2 grands domaines d'activité sur l'organisation de Paris 2024. La construction, les infrastructures d'un côté, à la fois de la construction, mais aussi de l'aménagement, et puis les services événementiels. Dans les services événementiels, là aussi, on retrouve une 50aine de filières d'activité qui vont être impactées, à plus ou moins différents niveaux, avec plus ou moins différents volumes d'activité, mais elles vont toutes être impactées. On sait qu'il va y avoir des marchés qui vont être générés. Sur un exemple, l'exemple de la production d'un certain nombre d'objets promotionnels, de produits dérivés, de goodies, d'accessoires, en lien avec la préparation de l'événement et puis demain, la tenue de l'événement en tant que tel. On a des entreprises du handicap qui aujourd'hui, comme Antiprint qui est en province, comme CVSI qui est aussi une entreprise adaptée dans le territoire de la Gironde à côté de Bordeaux, ont commencé à prester pour Paris 2024 pour produire des objets promotionnels. Ça n'est qu'un premier marché, mais c'est déjà un exemple important. Divy, le Tour de France s'est fait tacler avec justement ces goodies en plastique distribués lors du dernier Tour de France, donc 2019. On en est où du coup concernant les goodies pour les JO 2024? Ce sera des goodies comment? Je pense que ça va être différent, non? Ouais. C'est un très bon exemple de la manière dont on essaye d'intervenir. Vous voyez, aux côtés des entreprises de l'ESS, j'ai commencé à donner quelques exemples, j'y reviendrai, mais aussi aux côtés, c'est vraiment là le cœur de notre activité, aux côtés de Paris 2024 et de l'ensemble des partenaires, des maîtres d'ouvrage de Paris 2024. Aux côtés des prescripteurs, ceux qui définissent les grandes stratégies, les grandes programmations, et aux côtés des acheteurs, pour faire en sorte que quand on sait qu'il va falloir produire un grand volume d'objets promotionnels, il y a différentes catégories de produits dérivés, faire en sorte que le plus tôt possible, on engage des discussions avec eux, on engage des travaux avec eux
pour les convaincre qu'en effet, dans la conception, dans l'éco-conception de ces différents objets, mais aussi dans la manière dont peut-être en utilisation de seconde vie, après les jeux, dans une logique d'économie circulaire et de réutilisation, on puisse avoir, vous voyez, au début de la chaîne et en fin de chaîne, des questions d'excellence environnementale et des questions de prise en compte de ce que peuvent apporter des entreprises sociales, d'où l'importance de faire remonter qui elles sont et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à Paris 2024 dans sa stratégie de définition et de conception. Oui, tout à fait. Et donc, c'est de cette manière que sur l'ensemble des sujets, vous voyez, les 50 grandes filières d'activité, on va essayer de travailler avec Paris 2024 pour faire en sorte que dans la phase de conception, de stratégie, de programmation, dans la phase de seconde vie, d'héritage, avec une grande priorité autour de l'économie circulaire et de la refonctionnalité, d'une certaine manière, la réutilisation, que ce soit les infrastructures, les ouvrages ou que ce soit les objets. Je pourrais citer le matériel technique aussi, je pourrais signer la signalétique, je pourrais multiplier les exemples. On va essayer de manière intégrée de porter les sujets, de porter les solutions, de porter les innovations qui sont celles de l'entrepreneuriat social, de l'économie solidaire, et que sur la base de cette connaissance, on puisse en effet convaincre Paris 2024 d'intégrer ces exigences dès le début de leur programmation opérationnelle. Alors, cette plateforme, on en parle depuis tout à l'heure, mais on ne la cite pas, c'est ess2024.org. Pour un peu condenser vos propos, à ce jour, ce soit quoi? Plus de 1200 entreprises ont été sourcées en Ile-de-France et en Seine-Saint-Denis. Et ça a donné combien, je ne sais pas, de collaborations à ce jour? Oui, tout à fait. La plateforme ESS 2024, c'est avant tout un site internet, vous avez raison, ess2024.org, qui est un site ouvert, complètement inconditionnel en termes d'accès. Donc tout le monde peut bénéficier des services de la plateforme, quand on est entreprise sociale en particulier. On en a un peu plus de 1200 aujourd'hui qui se sont référencés volontairement, après qu'on les ait informés de ce qu'on pouvait leur proposer comme service d'accompagnement. Sur les 1200, on retrouve toutes les formes juridiques de l'ESS. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment la plateforme s'adresse à toute la diversité et à toutes les familles de l'économie sociale, de l'économie solidaire. L'insertion par l'activité économique, le handicap, j'en ai parlé un petit peu, les coopératives, les entrepreneurs sociaux, mais elle ne s'adresse pas qu'aux entreprises de l'ESS, je dirais que c'est notre priorité, mais elle s'adresse aussi aux entreprises plus classiques. Et d'ailleurs, c'est un fait notable, depuis le début de l'année 2020, on a beaucoup de grosses PME, des ETI, des filiales de grands groupes qui viennent nous voir parce qu'elles ont envie d'embarquer avec elles des entreprises de l'ESS dans les réponses qu'elles font, qu'elles préparent, qu'elles construisent aux différentes consultations de Paris 2024 pour éco-responsabiliser un petit peu leur offre de services, pour embarquer des acteurs de l'innovation sociale aux côtés d'eux. Et donc, on s'adresse aussi à ces acteurs plus conventionnels, je dirais, de l'économie classique. Donc, on en a un peu plus de 1200 aujourd'hui. Il y en a 60% qui sont sur le territoire du Grand Paris, qui est le territoire principal, c'est là qu'on va avoir 90% des épreuves. Et en termes de collaboration, au-delà du nombre d'entreprises qui se référencent, c'est plusieurs milliers de collaborations. On a aujourd'hui différents ateliers de travail, on a différentes rencontres, différentes réunions avec ces acteurs où les collaborations s'initient, où les collaborations commencent à s'enclencher. Et puis ensuite, on a des réponses groupées qui commencent à se multiplier. On est aujourd'hui à 400 réponses groupées sur des marchés des jeux, les fameux 3 premiers pourcents dont je parlais tout à l'heure. On a 400 réponses qui ont embarqué de manière hybride des acteurs de l'ESS et des acteurs plus classiques. Et vous voyez que sur les 400, on en a 97 dont je parlais tout à l'heure qui embarquent de l'ESS. Donc on est sur vraiment des premiers résultats particulièrement intéressants. Et je dirais qu'on est encore au début, qu'on est encore au début de l'histoire, mais que cette première étape de l'histoire qu'on a commencé à construire nous rend très optimistes pour la suite. Divi, on continue toujours avec de l'insertion et on passe cette fois-ci donc la parole à Mathieu Lagache. Je vous le rappelle, vous êtes directeur de la stratégie et du développement de Vitamine T. Vitamine T, une entreprise sociale bien évidemment qui a été créée en 78 et c'est un regroupement de 4 entreprises d'insertion créées notamment par la Sauvegarde du Nord. Vous avez à peu près 5000 collaborateurs avec 100 millions de chiffre d'affaires et vous comptez à peu près 23 entreprises sociales. Vous êtes quand même l'un des leaders de l'insertion par l'activité économique en France. Et le profil de vos bénéficiaires, ce sont surtout des chômeurs de longue durée, des minima sociaux, des personnes sans ressources ou encore des décrocheurs scolaires. Concrètement, chez Vitamine T, comment vous identifiez vos bénéficiaires ?
Donc effectivement, chez Vitamine T, T comme travail qui a été initié par un établissement sanitaire et social, la Sauvegarde du Nord, et depuis le groupe Vitamine T a pris son indépendance pour devenir un vrai acteur de l'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes qui démarrent chaque année un parcours d'insertion chez Vitamine T, que ce soit dans une structure d'insertion par l'activité économique en Hauts-de-France, dans le Grand Est et de plus en plus en Île-de-France. Ces personnes peuvent aussi démarrer un parcours dans une entreprise adaptée, donc il s'agit ici de personnes en situation de handicap, ou dans le cadre d'un de nos multiples programmes de formation et de coaching emploi. Et donc, pour recruter ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont, comme vous l'avez dit, des personnes sans ressources, des bénéficiaires de minima sociaux, des décrocheurs scolaires, des seniors en difficulté de reconversion, des primo-arrivants, pour ça, on s'appuie sur un tissu de partenaires, au premier chef les structures du service public de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales pour les jeunes, Cap emploi pour le personnel en situation de handicap, et on s'appuie aussi sur d'autres organismes prescripteurs qui ont des ancrages locaux très forts, qui connaissent très bien les publics, savent les repérer, les remobiliser et les orienter vers les postes que l'on peut proposer sur nos multiples métiers supports chez Vitamine T. Chez Vitamine T, concernant vos accompagnements, ça se passe comment, et surtout, c'est quoi la durée de vos coachings? Alors, un parcours d'insertion chez Vitamine T, ça dure 24 mois maximum. La singularité d'une entreprise d'insertion, c'est qu'elle propose un contrat de travail. Donc, on amène un statut, une rémunération à des personnes qui souvent ont eu des trous dans leur CV, ou pas que. Chaque personne en parcours d'insertion a des parcours de vie très différents. Mais donc, ce parcours d'insertion dure 24 mois maximum. Et donc, on va travailler sur deux grandes phases qui sont en fait parallèles. C'est tout d'abord l'accompagnement social, donc à savoir la résolution de ce qu'on appelle dans notre jargon des freins à l'emploi. Donc il peut s'agir de problématiques sociales de logement, de mobilité, de surendettement, de maîtrise de savoir de base, du numérique. La fracture du numérique, c'est une vraie réalité. On s'en est rendu compte avec le Covid, où on a cherché à maintenir un accompagnement à distance. Et puis, donc ça c'est la partie sociale, et la partie évidemment professionnelle, puisque nos entreprises d'insertion sont certes une performance sociale, mais elle vise aussi une performance économique, et pour cela, il faut qu'elle s'appuie sur des métiers supports qui sont dans l'économie de marché. Donc, on travaille dans les déchets, dans les services, dans l'intérim, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc, pour ça, nos encadrants techniques, nos conseillers d'insertion travaillent sur l'acquisition de compétences, de savoir-faire pour aider ces personnes à élaborer des projets professionnels qui sont en cohérence avec leurs aptitudes déjà, mais aussi la réalité du marché du travail, parce que le seul indicateur qu'on vise, au-delà des indicateurs classiques des entreprises, c'est évidemment le taux de retour à l'emploi, qui est plutôt que de parler de profit simplement économique. Quel est le pourcentage aujourd'hui? Chez nous, il est 2 tiers. Vous anticipez ma question, Mathieu. 2 tiers des personnes, effectivement, à l'issue d'un parcours d'insertion chez nous, retrouvent un emploi durable, CDI, CDD de plus de 6 mois, ou un parcours de formation qualifiante, dans le cadre d'un contrat d'alternance, qu'il soit d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, pour nous, c'est la seule fierté qui nous guide au quotidien, c'est de permettre à ces personnes de changer leur visage entre l'avant et l'après, et d'avoir pu réallumer une étincelle et une volonté chez eux d'avoir leur destin en main pour maximiser leurs chances d'insertion durable sur le marché du travail, même si on sait que les ruptures peuvent très rapidement revenir, surtout dans des périodes un peu compliquées comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. En parlant de destins changés, justement, quand vous les identifiez, comment on fait justement pour justement avoir ce coaching de chez Vitamine T? Est-ce que vous travaillez avec le Pôle emploi? Et ensuite, quelles sont les entreprises qui prennent justement, qui embauchent vos bénéficiaires? Donc, sur la partie, effectivement, amont de prescription, on travaille avec le service public de l'emploi qui va nous orienter des personnes qui peuvent s'inscrire dans une démarche d'insertion par l'activité économique. Ensuite, c'est l'une des 24 filiales du groupe Vitamine T qui vont salarier ces personnes pendant 2 ans maximum, et donc qui vont les aider à acquérir des compétences techniques, des savoir-être, et leur permettre d'avoir en fin de mois une rémunération. Et donc, on salarie nous-mêmes ces personnes à travers nos filiales sur des métiers supports très différents. Et ensuite, notre objectif, au-delà de viser, comme je vous le disais, cette performance économique, et donc d'avoir un chiffre d'affaires et une rentabilité pour nos filiales, c'est évidemment de leur permettre de trouver un emploi, une formation à l'issue de ces 24 mois dans des grandes entreprises, dans des PME, dans des collectivités, dans des associations. Pour quel type de poste à peu près?
Quel On type de a poste? à peu près 100 métiers différents chez Vitamine T. Ça va du préparateur logistique, cariste, coffreur-mancheur, manœuvre bâtiment, aide à domicile, livreur, chauffeur. On est dans le nettoyage, dans les espaces verts, dans la médiation, dans la sécurité, dans l'agroalimentaire. Bref, tout ce qui nécessite des premiers niveaux de qualification. Ce sont des missions sur lesquelles le groupe Vitamine T intervient et propose des postes et permet à ces hommes et ces femmes d'acquérir des compétences qu'ils vont valoriser à l'issue du parcours d'insertion chez des employeurs dits classiques. Et aujourd'hui, la crise, qu'est-ce que ça a changé chez vous? Parce que du coup, vos coachings, ils ont communiqué, ils ont continué en télétravail. Comment comment vous avez repris après le 11 mai? Très clairement, déjà, on a essayé de ne pas s'arrêter entre mars et mai pour justement maintenir cet accompagnement social et professionnel, parce que notre obsession au quotidien, au-delà de la crise économique qu'on a vécue et qu'on vit encore en tant qu'entreprise, même si une nouvelle fois on est une entreprise d'insertion, on reste une entreprise, notre obsession au quotidien pendant le confinement, c'était de garder un accompagnement avec ces personnes qui, avec la Covid, ont vu certaines de leurs fragilités personnelles se raviver, et donc il a fallu maintenir un certain lien à distance à travers des échanges téléphoniques, une hotline gérée par nos assistants sociaux pour gérer l'urgence sociale lorsqu'elle existait. Et c'est vrai que cet accompagnement en distanciel, non pas en présentiel, a été un vrai challenge à relever, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la fracture numérique est une vraie réalité chez ces hommes et ces femmes qu'on accompagne. Donc on a effectivement on a subi de plein fouet cette crise d'un point de vue social, et c'est une nouvelle fois notre obsession au quotidien, parce que c'est la raison d'être de Vitamine T, mais on a aussi vécu cette crise de manière très forte sur l'aspect économique, puisque c'est près de 75% de notre chiffre d'affaires qui a fondu comme neige au soleil, notamment avec la fermeture d'établissements recevant du public d'insertion, l'arrêt d'intérim d'insertion, l'arrêt de prestations pour des entreprises ou des collectivités. Donc c'est aujourd'hui un vrai sujet pour nous de relancer cette dimension économique, car il n'y a pas de performance sociale sans performance économique. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des nouvelles demandes de la part des entreprises avec des nouveaux profils depuis justement le déconfinement? Et de nouvelles attentes? Pour le moment, c'est plutôt nous qui les relançons qu'elles, puisqu'elles sont elles-mêmes empêtrées dans leurs difficultés économiques. On est vraiment au cœur de l'économie. On n'est pas un appendice. Donc, pour le moment, on sent qu'il y a une vraie volonté de penser un peu le monde d'après, de se dire que l'inclusion peut être un vrai sujet stratégique dans les entreprises. Mais pour le moment, ça se concrétise pas encore véritablement. Par exemple, on s'est lancé, pour être concret, on s'est lancé dans la fabrication de masques, dans la confection de masques. Donc, on a recruté près de 200 personnes pendant le Covid. Donc, vous imaginez les difficultés que ça a pu être de mobiliser des personnes alors qu'il n'y avait plus de transport en commun. Et ça a été une vraie fierté de se rendre compte que ces personnes ont réussi à se mobiliser pour contribuer à la fois à la solidarité de la nation et puis aussi les aider à retrouver un emploi en ces temps compliqués. Et donc, on s'est lancé sur une activité de confection textile de masques. Or, aujourd'hui, notre vrai sujet, c'est comment on maintient cette activité. On sait très bien qu'il n'y aura pas de relocalisation massive de l'outil textile, qu'elle sera partielle et ciblée. Et donc, derrière les grandes annonces des distributeurs, des acteurs de la filière textile, nous, ce qu'on souhaite, c'est concrètement sur quel type de produit, sur quel type de niche d'activité on peut permettre de continuer un volant d'activité pour 20, 30 personnes et de les former à ces métiers qui aujourd'hui, par ailleurs, sont en tension. Donc, une grande volonté, mais comme toujours, il faut réussir à passer à l'acte. Forcément. On vient d'avoir juste avant vous un échange avec la plateforme inspirante ESS 2024 avec Christophe Divy. Vous, comment justement vous vous préparez au JO 2024 avec Vitamine T? On est dans les starting blocks, ça c'est sûr, puisque on est, en tant qu'acteur de l'inclusion historique, majeur et de plus en plus francilien, on est ravi d'entendre Christophe et la plateforme ESS et le COJO, le comité d'organisation JO 2024, dire que ce sont les premiers Jeux olympiques et paralympiques, ne les oublions jamais, inclusifs et solidaires. Et surtout, ce qui nous plaît dans cette démarche, c'est que c'est pas juste, et Christophe l'a un peu dit tout à l'heure, pas juste des discours grandiloquents ou bienveillants, mais bien des traductions concrètes en emplois d'insertion qui sont créés.
Et c'est dans ce cadre-là que déjà, on a pu mobiliser avec le groupe Vitamine T 7 personnes sur un marché d'entretien, de nettoyage pour le QG du COJO. Et on a réussi à mettre en place une vraie alchimie entre la volonté forte et puissante des Jeux Olympiques de 2024 de dire nous souhaitons intégrer des clauses sociales dans nos marchés, cette alchimie entre ce donneur d'ordre, un grand groupe qui est le groupe Vinci, qui a une vraie expertise technique et qui, c'est vraiment ce qui nous a plu, qui fait de l'inclusion pas seulement un sujet cosmétique ou périphérique, mais bien authentique et stratégique. Et c'est cette alchimie-là qui nous permet d'aujourd'hui de réaliser cette prestation. C'est un exemple pour les JO 2024 et on espère que ça pourra se poursuivre dans les mois et les années à venir pour permettre de démultiplier l'impact social de cette démarche ESS 2024. Maintenant, dernière question pour vous deux, et ce sera... Ah, alors, Christophe Divy, oui, pour terminer. C'est juste pour rebondir sur cet exemple, parce que je le trouve en effet tout à fait illustratif. C'est un groupement entre Vitamine T et un gros opérateur Vinci qui a gagné un premier marché sur des activités de facility management pour le siège de Paris 2024. Alors, il se trouve que, au-delà du groupement, au-delà de la nature d'activité, au-delà du nombre de postes, tout ça est tout à fait vertueux. Il se trouve que Paris 2024, à horizon fin d'année 2020, le calendrier est maintenu pour l'instant, va s'installer dans des nouveaux locaux sur le territoire du 93 et du coup là on sera sur une surface importante de plus de 25 000 m², et donc il va falloir aussi avoir un marché qui va être lancé pour le facility management de ce siège, et donc plus on arrive à démarrer par des petits marchés, on arrive à montrer qu'en effet des entreprises tout à fait exemplaires comme Vitamine T, parce que la collaboration aussi avec Vinci dont Mathieu a commencé à parler produit des effets positifs, leur a permis de rentrer dans ce premier marché, et ben ça permet d'envisager des projections et des perspectives de plus grande nature sur le gros marché en cours sur l'immeuble du siège de Paris 2024 dans le 93. Donc je trouve que c'est un très bon exemple à la fois de la méthode et aussi de la capacité à accélérer un petit peu et à démultiplier ces opportunités. Bien, merci beaucoup. Et dernière question, je vais du coup continuer, je vais vous la poser tout de suite, Christophe Divy. De manière plus personnelle, c'est une question que je pose à tous mes intervenants depuis le début. De manière plus personnelle, plus perso, comment cette crise, quel a été l'impact de cette crise chez vous? Est-ce que, vous, par exemple, vos vacances d'été, vous revoyez votre mobilité? Est-ce que ça a changé votre façon de consommer? Vous êtes plus dans le bio, dans le circuit court pour soutenir nos artisans, nos producteurs locaux. Donc, même si vous êtes déjà bien ancré dans cette économie et vous les connaissez beaucoup, tous nos entrepreneurs sociaux, qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue plus personnel? Oui, alors effectivement, ça a réinterrogé un certain nombre de choses, je dirais dans des choix de consommation, dans des choix de mobilité aussi, dans des choix de mobilité longue distance, notamment sur des tourismes, sur des voyages de tourisme et des activités de loisirs. Donc oui, je dirais, moi comme tout le monde, mais je dirais que c'est une bonne démarche d'ensemble finalement, d'abord de réinterrogation, et puis maintenant, je pense que la période de l'été va aussi permettre d'acter un certain nombre de changements pour essayer d'enclencher une étape supplémentaire. Donc oui, sur les modes de consommation, notamment alimentaires, et sur les modes de transport, notamment sur des voyages moyenne et longue distance. Donc je suis pas très original, mais je dirais que c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où si on est nombreux à ne plus être originaux, on arrivera, je pense, à entraîner une dynamique de changement plus structurelle sur ces questions de consommation, de production en partie, chacun étant concerné à différents niveaux, et de mobilité, notamment sur des activités de loisirs. Merci Christophe Divy. Mathieu Lagache, même question pour vous. Qu'est-ce que cette crise a changé chez vous? Si la crise a une seule vertu, et évidemment, on ne peut pas oublier tous les dégâts qui sont encore actuellement de cette crise d'un point de vue social et économique, mais si elle a eu permis une vertu, c'est effectivement de montrer qu'il est possible à un moment donné d'avoir une manière de consommer, de se déplacer qui est plus locale, qui est plus solidaire, qui est plus durable. Et donc, si ça a permis d'évangéliser d'autres personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, effectivement, il faut pouvoir surfer sur cette vague qui, j'espère, sera une vraie lame de fond, à la fois pour les structures dans lesquelles on travaille au quotidien, mais aussi dans notre vie personnelle au quotidien.
Bien écoutez, merci beaucoup pour cet 11e épisode, tous les deux, Christophe Divy et Mathieu Lagache. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un 12e épisode, donc mercredi 24 juin à 17h. Je le rappelle, à 10% pour tout changer, c'est en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Et surtout, vous pouvez surtout retrouver, vous inspirer avec toutes les initiatives solidaires des membres de cette coalition 10% sur le site du French Impact dans la rubrique Entraide. Je vous dis très belle journée à vous deux et puis à vous tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.